Imaginons un peu la scène. On est dans un amphithéâtre majestueux au cœur du MIT. Ouais, le fameux cours 6.191. C'est ça, le cours sur l'apprentissage profond qui vient tout juste de commencer. Et là, sur l'écran géant, le chercheur Alexander Amini projette 3 visages humains. Des visages parfaitement nets, éclairés avec un réalisme vraiment saisissant. Ah oui, l'expérience des visages A, B et C. C'est un classique maintenant. Exactement. Il demande à la salle de lever la main pour désigner lequel de ces 3 visages appartient à une vraie personne, tu vois, en chair et en os. Et tout le monde tombe dans le panneau. Mais oui, la majorité de la classe plisse les yeux, scrute chaque pore de peau, chaque reflet dans les pupilles, et ils votent avec une assurance folle pour le visage A. Et là, le verdict tombe. 0. Aucun n'est réel. Aucun. Ce sont tous des mirages numériques générés par une intelligence artificielle. En fait, cette démonstration, elle frappe fort d'emblée parce qu'elle matérialise un basculement complet dans l'histoire de l'informatique. Un vrai changement de paradigme, ouais. Tout à fait. Parce que pendant des décennies, le but ultime d'un ordinateur, c'était d'analyser le monde tel qu'il est, quoi. Trier des données, reconnaître des formes, classer des trucs. Genre dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Voilà. Mais ce que révèlent ces visages projetés au MIT, c'est que les machines ne se contentent plus d'observer la réalité. Elles en fabriquent de nouvelles, de toutes pièces. Et c'est exactement le cœur de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Comprendre la mécanique intime de la modélisation générative profonde. D'accord, décortiquons tout ça, parce que passer d'un simple algorithme qui classe des emails en spam ou non spam à une machine capable d'inventer un visage qui trompe un amphi entier de futurs ingénieurs, c'est un saut conceptuel vertigineux. Ah, c'est clair. Et il y a une véritable magie technique à l'œuvre. Il faut vraiment qu'on comprenne les rouages cachés derrière le rideau. Et comprendre ces rouages, c'est devenu indispensable pour tout le monde aujourd'hui. Enfin, c'est pas qu'une question de théorie mathématique abstraite pour les chercheurs. Non, ça touche notre quotidien maintenant. Exactement. C'est littéralement l'infrastructure de la nouvelle ère numérique qui se met en place sous nos yeux. La modélisation générative, c'est le moteur derrière la création de contenus synthétiques, évidemment, mais c'est aussi ce qui permet de détecter des anomalies critiques dans des réseaux électriques, par exemple. Ou d'anticiper des failles de sécurité, ouais. C'est ça. Pour interagir avec le monde moderne, il faut absolument saisir comment la machine parvient à imaginer. Et pour saisir comment elle imagine, il faut d'abord observer comment sa méthode d'apprentissage a radicalement évolué. Les recherches d'Amini, elles soulignent un glissement fondamental. On est passé de l'apprentissage qu'on appelle supervisé à l'apprentissage non supervisé. Ouais, c'est la clé de tout le truc. Si on essaye de visualiser la chose pour ceux qui nous écoutent, l'apprentissage supervisé, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère à l'école, avec des fiches de vocabulaire. Avec la traduction au dos de la carte, quoi. Voilà. D'un côté, on a la photo d'un chat, et de l'autre, l'étiquette humaine qui dit « chat ». On donne la donnée et la réponse attendue à la machine. L'analogie fonctionne bien, mais elle montre très vite ses limites en pratique. Parce que l'apprentissage supervisé, c'est hyper rigide. Ça manque de souplesse, ouais. Complètement. Le modèle, en fait, il ne fait que tracer une ligne mathématique entre une entrée A et une sortie B qu'on a prédéfinie. Du coup, il est totalement incapable de générer quoi que ce soit qui n'ait pas été explicitement étiqueté avant par un humain. C'est là que l'approche non supervisée entre en jeu. Et c'est beaucoup plus sauvage comme méthode. Ah oui, c'est le grand plongeon. C'est comme être largué au beau milieu d'un pays inconnu. Sans dictionnaire, sans personne pour traduire. On entend juste des flots de paroles, du bruit brut dans la rue. Et le cerveau doit déduire les règles de grammaire, les intonations, la structure même de la langue, uniquement en observant les motifs qui se répètent. C'est une super image. Le but, c'est plus d'associer un mot à une étiquette, mais d'absorber la logique globale pour un jour formuler des phrases inédites qui sonnent parfaitement locales. En termes techniques, on dit que la machine cherche à modéliser la distribution de probabilité des données. La distribution de probabilité. D'accord. C'est ça. On lui fournit des millions de photos de visage, par exemple, mais sans aucune étiquette, zéro texte. Son travail, ça va être de trouver les règles invisibles et les corrélations mathématiques qui font qu'un visage est un visage. Genre la symétrie, ce genre de choses. Exactement. Elle déduit que si 2 yeux sont présents, il y a une probabilité extrêmement forte de trouver un nez juste en dessous et une bouche encore en dessous. Elle cartographie ce qui est normal et ce qui est improbable. Et cette capacité à cartographier la normalité, c'est fou parce que ça a des applications qui dépassent très largement la simple création d'images. Oh que oui! Si on prend l'exemple des voitures autonomes qui est mentionné par les chercheurs du MIT, c'est frappant.
Si le véritable super-pouvoir de la machine, c'est de comprendre la distribution de la réalité, alors, en fait, elle a une sorte d'instinct de survie intégré. Précisément, une voiture autonome, elle ingère des millions d'heures de conduite. Elle va modéliser une immense courbe en cloche mathématique de toutes les situations possibles sur la route. Une courbe de Gauss, quoi. Voilà, la fameuse cloche. Au centre de la cloche, là où la probabilité est la plus haute, on va trouver les situations super banales, genre rouler sur une autoroute fluide ou s'arrêter tranquillement à un feu rouge. Le quotidien. Mais le système, lui, il scrute en permanence les queues de cette distribution. Les extrémités les plus fines de la courbe, là où se trouvent les événements rarissimes. Comme, je sais pas, un piéton qui trébuche et qui tombe soudainement sur la chaussée. Tout à fait. Et c'est là que c'est brillant. Parce que le modèle génératif a une compréhension mathématique très profonde de ce qu'est la normalité visuelle d'une route. Ouais. Donc toute donnée entrante qui ne correspond pas à cette distribution, ça déclenche une alerte immédiate. L'anomalie est détectée, pas parce qu'on a appris à la machine à reconnaître spécifiquement un piéton qui tombe. Ce qui serait impossible à programmer pour chaque situation. Exactement. Elle le détecte parce qu'elle sait que cette image précise est mathématiquement aberrante par rapport à la structure habituelle de son monde. Et ça permet au système de contrôle de la voiture de piler sur les freins en une fraction de seconde. D'accord, donc la machine cherche la structure cachée du monde. Mais concrètement, comment elle fait pour extraire cette essence sans aucune aide extérieure ? Eh bien, c'est ici que l'introduction des variables latentes devient vraiment cruciale. Et j'adore le fait que dans le cours du MIT, les chercheurs fassent carrément appel à la philosophie antique, spécifiquement au mythe de la caverne de Platon, pour expliquer une architecture de réseau de neurones. Ce qui est fascinant ici, c'est l'adéquation parfaite entre une intuition vieille de plus de 2 millénaires et l'informatique la plus pointue d'aujourd'hui. C'est fou, ouais. E-dimension, c'est la réalité absolue. C'est ça, ils ignorent totalement que ces ombres sont en fait causées par de véritables objets en 3 dimensions qui passent devant un feu, juste derrière eux, hors de leur vue. Et si on transpose ça dans notre monde numérique, l'ombre sur le mur, c'est la donnée brute. Une photographie, fondamentalement, c'est pas un objet physique. C'est juste une grille plate de millions de pixels, des valeurs de couleurs. Oui, des chiffres, ni plus ni moins. Mais les pixels eux-mêmes, isolés, ils n'ont aucun sens. Les véritables objets, entre guillemets, qui ont généré cette grille de pixels, ce sont la pose de la tête, la couleur de la peau, l'angle de la lumière dans la pièce. Voilà, l'essence de la scène. Et ce sont ces facteurs sous-jacents qu'on appelle les variables latentes, c'est bien ça? Le but de la machine, c'est de regarder l'ombre pixelisée et de deviner la forme du véritable objet qui la projette. Et pour accomplir cet exploit, les ingénieurs ont conçu une architecture très spécifique qu'on appelle l'auto-encodeur. Son fonctionnement, il repose sur une compression extrême de l'information. Alors, si j'essaie de visualiser un auto-encodeur, moi je vois pas un simple filtre informatique, je vois plutôt la dynamique d'un portrait robot dans un poste de police. Ah, vas-y, développe. Imaginons qu'un témoin ait vu un visage de très près, avec des milliers de petits détails, des nuances de peau. Ça, ce sont nos millions de pixels initiaux. D'accord. Le témoin, il peut pas transférer cette image par télépathie au flic. Il doit la compresser. Il doit passer par un goulot d'étranglement qui est la parole. La description verbale. Ouais. Il va dire des trucs genre mâchoire carrée, cheveux bruns, lunettes fines. Et ça, ces quelques mots très denses, c'est notre espace latent. C'est ce qui capture l'essence du visage. Très bonne image. Et ensuite ? Ensuite, le dessinateur, de l'autre côté du bureau, il prend ces quelques mots, ce code compressé, et il tente de reconstruire le visage complet sur son papier. C'est une traduction vraiment fidèle du processus. Dans la machine, l'encodeur du réseau de neurones joue le rôle du témoin. Il prend l'image haute résolution et il la réduit à un tout petit vecteur de nombres, notre espace latent. Les mots-clés, quoi. C'est ça. Et ensuite, le décodeur, le dessinateur, prend ces nombres et tente de régénérer l'image originale. Mais la question cruciale, c'est de savoir comment le modèle s'améliore, puisqu'il n'y a pas d'inspecteur humain pour lui donner une note sur 20 à la fin. Le modèle auto-évalue littéralement, non? En fait, il superpose l'image qu'il vient de dessiner sur l'image d'origine qu'il a avalée au début, et il compare les différences. Exactement. Mathématiquement, ça s'appelle l'erreur quadratique moyenne. Ouh, ça sonne sérieux. Mais le principe est simple. Le réseau soustrait la valeur de chaque pixel généré à la valeur du pixel original. Ensuite, il met ce résultat au carré. Pourquoi au carré? C'est pour éviter que les erreurs négatives et positives ne s'annulent bêtement entre elles, et surtout pour pénaliser lourdement les gros écarts.
Et à la fin, il fait la moyenne de tout ça. D'accord, donc ça donne une note globale. Voilà. Ce chiffre unique, il représente en quelque sorte le score de médiocrité de la reconstruction. Et grâce à un mécanisme qu'on appelle la rétropropagation, le réseau remonte le fil de ses propres calculs et ajuste le poids de ses connexions internes. Pour que ce score de médiocrité soit un peu plus bas à la prochaine tentative. C'est exactement ça. Il apprend de ses erreurs. Donc, le réseau s'enseigne à lui-même comment extraire l'essence du monde. C'est brillant. Mais en creusant un peu ce concept, on tombe très vite sur un mur, Oui, un mur assez massif. parce qu'un auto-encodeur classique, c'est super pour la compression, mais il souffre d'un défaut fatal sur Vect Créatif. Il est purement déterministe. Il n'a aucune imagination. C'est ça. Si on lui donne l'image A en entrée, il va recracher l'image A en sortie. C'est une machine à photocopier extraordinairement sophistiquée, mais elle n'invente absolument rien de nouveau. Et là, en effet, on touche à la limite absolue de la simple reconstruction. Pour générer de la nouveauté, pour créer un visage qui n'a jamais existé dans le monde physique, la copie, ça suffit plus. Il faut un truc en plus. Il faut injecter du chaos. Il faut que l'espace latent, ces fameux mots-clés de tout à l'heure, ça cesse d'être une série de points mathématiques rigides pour devenir quelque chose de plus flou, de plus malléable. Et c'est là qu'on arrive à l'évolution suivante, non? Tout à fait. C'est l'avènement des auto-encodeurs variationnels, ou VAE. Et c'est ici qu'on passe des certitudes aux probabilités. Au lieu de réduire une image à des coordonnées fixes et précises, le VAE la transforme en nuages de probabilités qui sont définis par une moyenne et un écart type. C'est un peu abstrait, mais oui. Mais attends, si on introduit du hasard pur dans une équation mathématique ultra précise, on joue avec le feu, là. Comment ça? Si le système tire au sort un point au hasard dans cet espace latent flou pour générer une nouvelle image, qu'est-ce qui garantit qu'il ne va pas tomber dans une zone totalement vide entre deux nuages et nous recracher un vieux amas de pixels tout gris et incompréhensible? Ah. Ça soulève le défi majeur de la modélisation probabiliste. Comment structurer l'inconnu? Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Exactement. Si on laisse ces nuages de probabilité flotter librement dans l'espace mathématique, l'espace latent devient vite un immense terrain vague chaotique. Et pour éviter ça, les chercheurs utilisent un outil mathématique redoutable qu'on appelle la divergence KL. La divergence KL, ça agit comme une perte de régularisation, c'est ça? Mais bon, ça sonne quand même très technique. Comment elle agit concrètement sur notre terrain vague, cette divergence? Alors, imaginons que ce terrain vague soit une grande pièce complètement en désordre, des objets partout par terre. Ok, je vois très bien. Ma chambre d'étudiant, quoi. C'est ça. Et à côté, tu as sous la main le plan architectural d'une pièce parfaitement rangée. Ce plan, mathématiquement, ça prend la forme d'une courbe en cloche idéale, une distribution normale, standard, bien lisse. D'accord. Eh bien, la divergence KL, elle va mesurer l'effort nécessaire pour transformer ta pièce en désordre en cette pièce parfaite du plan. Ah, c'est comme une pénalité de rongement. C'est exactement le terme. Le réseau est fortement pénalisé si ces petits nuages de probabilité s'éloignent trop de cette forme idéale et lisse. Et ça force l'espace latent à obéir à deux lois fondamentales, la continuité et la complétude. Ok, prenons-les une par une. La continuité, j'imagine que c'est l'idée que les choses évoluent sans rupture brutale. Oui, Par exemple, si un point génère un visage tourné vers la gauche, un point situé à un petit millimètre de là générera un visage tourné juste un tout petit peu moins vers la gauche. On va pas passer d'un visage humain à une image de tracteur de façon aléatoire. c'est tout à fait ça, la transition est douce. Mais la complétude, elle, est tout aussi vitale. C'est-à-dire? La complétude assure qu'il n'y a pas de trou, pas de gouffre de non-sens entre ces points. En forçant toutes les probabilités à s'agglutiner proprement selon notre belle courbe en cloche, la divergence KL s'assure que n'importe quel point choisi au hasard dans cette zone très dense correspondra forcément à une image valide et réaliste. C'est super ingénieux. Mais il y a quand même un énorme grain de sable dans l'engrenage mathématique. Ah, tu penses à l'apprentissage honnête. Ouais, un obstacle technique qui ressemble à un vrai casse-tête. On a dit tout à l'heure que les réseaux s'améliorent grâce à la rétropropagation. En remontant leurs propres erreurs, oui. Ils remontent le flux de leurs calculs pour s'ajuster. Mais le VAE, maintenant, il contient une étape de tirage au sort qui est purement aléatoire. Oui, le nuage de probabilité. C'est comme... Attends, j'ai une image. C'est comme essayer de remonter une rivière en bateau pour trouver la source d'une pollution, et soudain on tombe nez à nez avec une immense cascade imprévisible et turbulente. Le hasard bloque le passage. Voilà, c'est Windliss. Le signal d'apprentissage, notre bateau, il peut absolument pas remonter à travers le hasard pur de la cascade. L'algorithme devrait complètement s'effondrer.
Et en fait, c'est un blocage qui a tenu les chercheurs en échec pendant un moment, jusqu'à l'invention d'un truc qu'on appelle l'astuce de reparamétrisation. Astuce de reparamétrisation. C'est une solution d'une élégance assez rare, tu vas voir. Puisque la cascade aléatoire bloque le bateau des gradients mathématiques, il suffit de détourner l'eau de la cascade. Ah, on crée un canal de dérivation pour le hasard sur le côté. C'est exactement le mécanisme. Au lieu d'avoir un nœud unique en plein milieu du réseau qui dit « tire un nombre au hasard », on va séparer l'opération en plusieurs morceaux. D'accord. L'équation devient une somme. On prend d'abord la moyenne, qui est une valeur fixe et claire, et on y ajoute l'écart type qu'on va multiplier par une constante aléatoire, externe. C'est le fameux petit epsilon qu'on voit dans les formules. C'est ça, epsilon. Et cet epsilon, on le place sur le bas-côté de notre autoroute de l'information. Il injecte bien son chaos nécessaire à la création, au moment du décodage, mais lors de la phase d'apprentissage... Quand le bateau doit remonter la rivière. Exactement. Quand le réseau doit remonter le chemin principal, constitué de la moyenne et de l'écart type, il est totalement dégagé. Puisque la cascade est sur le côté, la rétropropagation peut s'effectuer sans aucun encombre. C'est malin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que une fois ce tour de passe-passe mathématique réussi et que le modèle est bien entraîné, on débloque un niveau de contrôle qui est juste fascinant. Le contrôle de l'espace latent. Oui, vu que cet espace latent est maintenant parfaitement ordonné et continu grâce à la divergence KL, chaque variable devient une sorte de petite manette indépendante. Un curseur. Voilà. Un ingénieur peut générer un visage sur son écran, isoler une seule variable mathématique et la pousser doucement vers la droite. Et sous nos yeux, le visage généré se met à sourire progressivement. Ou l'angle de vue change. Ou la source de lumière tourne autour de la personne. Ouais. Et ça, sans que l'identité de la personne ne change d'un iota. La machine n'a pas seulement mémorisé un tas de pixels, bêtement, elle a isolé et maîtrisé des concepts physiques réels, comme la rotation d'une tête ou la façon dont la peau reflète la lumière. C'est pour ça que les VAE sont de si formidables cartographes de l'information. Ils décortiquent l'anatomie intime des données. Mais il faut quand même admettre une chose. Laquelle ? La régularisation très sévère qu'on leur impose. Tu sais, cette obligation absolue de ranger parfaitement la chambre de l'espace latent selon une courbe en cloche. Ah, ça a un coût. Ça a un coût énorme. Souvent, les images générées par les VAE, elles sont légèrement floues. Les contours manquent de tranchants. C'est jamais photoréaliste à 100%. D'accord. Alors, poussons la logique un peu plus loin. Et si on s'en fiche complètement de cartographier la réalité avec de jolies variables bien propres ? On abandonne le contrôle ? Voilà. Et si on veut sacrifier ces curseurs de contrôle au profit d'une qualité d'image, d'un réalisme tellement percutant, tellement brutal, qu'il devient impossible de la discerner d'une vraie photographie. Ah ! Dans ce cas, il faut prendre toute la philosophie des VEA et la jeter par la fenêtre. Directement. Directement. Et on doit adopter une approche qui est fondée en gros sur la brutalité de l'évolution darwinienne. On entre dans le domaine des GANs, les réseaux antagonistes génératifs. Les fameux GANs. Le changement de paradigme est radical, tu vois. On passe d'un réseau solitaire qui fait des efforts pour se compresser lui-même à deux réseaux distincts qui sont engagés dans une guerre d'usure impitoyable. C'est le fameux duel entre le faussaire et l'inspecteur de police. C'est la meilleure façon de le décrire. Le premier réseau, le générateur, c'est le faussaire. Son but unique, c'est de produire des données artificielles à partir de bruit blanc absolu. Il essaye de fabriquer de la fausse monnaie. Et le second réseau, c'est le discriminateur. L'inspecteur. Voilà. On lui soumet un gros tas de billets, un mélange de vraies données et de fausses créations du générateur, et son seul boulot, c'est de déterminer ce qui est authentique et ce qui est faux. Et pour bien comprendre comment cette compétition acharnée finit par générer du réalisme pur, prenons le modèle conceptuel le plus simple que montra Mini dans le cours. Une ligne à une seule dimension. Ok, je visualise une ligne droite. Sur cette ligne, il y a des points verts. Ce sont nos données réelles. De l'autre côté, le générateur commence par jeter des points rouges complètement au hasard. C'est faux. Du bruit, quoi. Oui. Et le discriminateur, l'inspecteur, il analyse la ligne et il trace une frontière. Une vraie démarcation mathématique entre les zones où se trouvent les vrais points verts et les zones des faux points rouges. Mais c'est là que ça devient génial. Le générateur, il est malin. Il utilise cette frontière contre l'inspecteur lui-même. C'est ça l'antagonisme. Il va calculer le gradient de cette frontière. En gros, il analyse la pente de la décision de l'inspecteur pour savoir très exactement dans quelle direction il doit pousser ses points rouges au prochain tour, pour qu'il franchisse la ligne en douce
et entre dans le territoire perçu comme vrai. Création de la distribution réelle. Il devient un meilleur fausseur? Mais en réponse, l'inspecteur n'est pas bête. Le discriminateur ajuste aussi ses propres poids pour affiner sa frontière. Il devient de plus en plus pointilleux, de plus en plus difficile à tromper. Une vraie course à l'armement. Et cette boucle de rétroaction infinie, elle force les deux réseaux à s'améliorer de manière exponentielle, jusqu'à atteindre un point de bascule théorique très précis. Lequel en est-il? Le moment où le générateur place ses faux points rouges, très exactement par-dessus la distribution des vrais points verts. À cet instant précis, le discriminateur est totalement aveuglé. Il est incapable de faire mieux que de deviner au hasard, à pile ou face, à 50%. L'illusion est parfaite. C'est vertigineux de penser qu'un réalisme photoréaliste aussi poussé émerge d'une simple boucle de compétition comme ça. Et pourtant c'est le cas. Mais attends, dans cet exemple, ça part de bruit aléatoire. Comment on passe de la génération aléatoire d'un visage imaginaire à la manipulation très dirigée d'une image qui existe déjà? Je pense notamment à l'exemple bluffant de la vidéo du cheval qui galope dans un pré et qui se transforme soudainement, image par image, en un zèbre parfaitement rayé. Ah oui, ça, c'est une prouesse qui est réalisée par une variante très sophistiquée qu'on appelle le Cycle GAN. Cycle GAN, d'accord. Ce qui le rend révolutionnaire, c'est sa capacité à traduire des données d'un domaine A vers un domaine B, mais sans avoir besoin d'exemples à parier. Sans exemple à parier. C'est-à-dire, Normalement, pour apprendre à un réseau à coloriser une photo, par exemple, il faut lui montrer la même photo en noir et blanc, puis sa version exacte en couleur, pour qu'il compare. la fiche de vocabulaire bilingue. Voilà. Mais le problème avec le cheval et le zèbre, c'est qu'il n'existe aucune base de données avec la vidéo d'un vrai cheval et ensuite exactement la même vidéo au millimètre près avec la même lumière et le même fond, mais avec un zèbre à la place. C'est impossible. Ah oui, c'est vrai. Donc le modèle, il doit apprendre l'essence d'un cheval d'un côté en regardant plein de vidéos de chevaux et l'essence d'un zèbre de l'autre côté, de manière complètement indépendante. C'est ça. Et pour y arriver, le Cycle GAN utilise une paire de cohérence cyclique. Le principe est redoutable. Comment ça marche? Écoute bien. Si le premier réseau transforme l'image d'un cheval en zèbre, il y a un second réseau qui opère en sens inverse. Il doit pouvoir prendre cette nouvelle image de zèbre synthétique et la retransformer pour retrouver très exactement l'image du cheval original. Un aller-retour complet. Voilà. Et si des petits détails du décor ou si la morphologie de l'animal ont été perdus pendant cet aller-retour, paf, le modèle est lourdement pénalisé. D'accord. Donc ça le force à appliquer uniquement la texture ou le style rayé du zèbre sans oser altérer la géométrie profonde ou le décor de l'image source. C'est brillant. C'est très astucieux. Ce qui nous amène, je crois, au moment le plus spectaculaire ou en tout cas le plus perturbant des travaux présentés au MIT par Amini. L'intro du cours. Ouais. Au tout début du cours, une voix a retenti dans l'amphi pour introduire le sujet. Une voix grave, avec un rythme ultra caractéristique, des pauses oratoires qu'on reconnaîtrait entre mille. Oui, la voix de l'ancien président américain. Barack Obama en personne, sauf que il n'a évidemment jamais prononcé ces mots pour introduire un cours d'informatique. L'équipe d'Amini, en fait, ils n'ont pas utilisé le Cycle GAN sur des images d'animaux, mais sur des fréquences sonores. Et c'est là qu'on voit l'illustration parfaite de l'abstraction mathématique folle de ces modèles. Comment un réseau qui gère des images peut modifier du son? Parce que pour un réseau de neurones, un fichier audio, c'est pas du son. Ah bon? Non, il est d'abord converti en spectrogramme. C'est une image bidimensionnelle où l'axe horizontal représente le temps, l'axe vertical représente les fréquences et les couleurs représentent l'intensité du son. Donc le son devient littéralement une image. Exactement. Et à partir de là, le problème mathématique devient rigoureusement identique à celui du cheval et du zèbre. C'est dingue! Le cycle GAN a pris le domaine visuel du spectrogramme de la voix du vrai chercheur et il l'a traduit mathématiquement vers le domaine des spectrogrammes de la voix d'Obama, qu'il avait appris en écoutant des heures de discours publics. La voix d'un président devient un simple filtre Instagram que l'on applique sur un autre son. C'est fascinant et, il faut bien l'avouer, profondément troublant quant à la plasticité de ce qu'on croyait être des traits humains uniques. C'est troublant, oui, mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est quand même impératif de souligner que la maîtrise de ces GAN, ça relève presque de l'artisanat de haute voltige pour les ingénieurs. C'est pas si facile à mettre en place. Ah non, leur équilibre est notoirement précaire. Si jamais l'inspecteur, le discriminateur, devient trop performant trop rapidement,
il rejette absolument toutes les fausses images. Et alors? Le gradient tombe à zéro. Le générateur n'a plus aucune piste, plus aucune pente à suivre pour s'améliorer. Il est juste bloqué. C'est l'effondrement total du modèle. Ah ouais, l'équilibre de la terreur. C'est ça. Mais lorsqu'on parvient à stabiliser cette fonction de perte conjointe sur le fil du rasoir, les GAN réalisent une véritable transformation de distribution, repoussant sans cesse les frontières du photoréalisme. Eh bien, faisons le point, car la plongée a été sacrément profonde aujourd'hui. On a exploré la mécanique intime de l'apprentissage non supervisé. Les fondations de l'IA moderne. D'un côté, on a vu les VAE, des sortes de cartographes minutieux qui utilisent des astuces hyper malignes, comme la divergence KL et le fameux canal de dérivation de la reparamétrisation pour structurer l'espace latent. Ce qui nous donne ces fameuses manettes de contrôle. Oui, des curseurs mathématiques pour comprendre et isoler les attributs physiques du monde. Et de l'autre côté, on a vu les gants, les illusionnistes darwiniens. Eux, ils sacrifient cette compréhension bien structurée au profit d'une compétition acharnée et brutale. Pour produire des faux parfaits. Des faux d'une perfection absolue, capables même de traduire l'essence visuelle ou sonore d'un domaine à un tout autre, comme un cheval en zèbre ou un chercheur en président. Le résumé est parfait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Tu sais, l'évolution ultra rapide de ces modèles génératifs, ça nous confronte à une question philosophique vraiment vertigineuse, qui émerge paradoxalement directement de la technique pure. Laquelle? Repensons juste un instant à la voix clonée par le cycloGAN tout à l'heure. Si nos caractéristiques humaines les plus distinctives, le timbre unique de notre voix, les toutes petites micro-expressions de notre visage, les irrégularités de notre démarche, si tout ça, ça peut être réduit à de simples spectrogrammes, à de pures distributions de probabilités mathématiques qu'un algorithme peut capturer, synthétiser et revêtir comme on enfile un simple vêtement le matin. Ouais. Qu'est-ce qui constitue véritablement notre singularité physique dans cet espace numérique? Est-ce que la frontière entre notre essence individuelle humaine et un simple style mathématique imitable à l'infini n'est pas déjà en train de s'effacer? Waouh! Ça, c'est une réflexion particulièrement puissante pour clore cette discussion. C'est vrai que la prochaine fois qu'un visage parfaitement net ou qu'une voix étrangement familière apparaîtra sur un de nos écrans, l'écho de cet amphithéâtre du MIT résonnera de manière très différente. On regardera à deux fois. C'est clair. Les ombres sur le mur de la caverne de Platon ne sont plus seulement des reflets un peu altérés de la réalité. Grâce à l'IA, elles sont devenues leur propre réalité, mathématiquement parfaite. Un immense merci de nous avoir suivis dans cette exploration algorithmique. Gardez l'esprit critique face à vos écrans et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les rouages du monde de demain.